Salut tout le monde, alors les résultats de Netflix sont sortis il y a pas longtemps, on va aller voir ça ensemble. Alors c'est pas une boîte que j'ai en portefeuille et ça va pas être une analyse complète de Netflix, bien qu'on va quand même voir pas mal de trucs qui on va dire sont propres à une analyse, mais on va pas faire une analyse on va dire poussée, fondamentale sur la boîte, on va juste étudier les résultats et je vais vous dire aussi pourquoi est-ce que c'est pas une boîte que j'ai en portefeuille et de manière générale qui m'intéresse, on va dire pas trop. On va voir ça ensemble. Donc j'ai décomposé la chose en 5 parties, en même 4 parties plutôt. On va voir les parts de marché de Netflix, on va aussi voir donc le nombre d'abonnés, tout ça, les résultats, les conférences calls et aussi on va faire une petite valorisation à la fin et je vous dirai du coup pourquoi est-ce que c'est pas une boîte que j'ai en portefeuille. Donc pour ce qui est des parts de marché, donc comme vous l'aviez vu dans la vidéo de Salesforce, moi je suis pas trop fan des parts de marché de manière générale parce qu'il y a plein d'études et ça va dans tous les sens, etc. Donc j'en ai pris plusieurs pour que ce soit à peu près cohérent. Et de toute façon, on verra qu'il y a entre guillemets une contradiction du management qui dit que ils sont sur un marché de plus de 600 milliards de dollars. Et la plupart des études de marché sont sur des parts de marché qui sont bien différentes, on va dire que ce que dit le management. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs études en fonction de quel marché on prend, si on prend seulement une seule niche, étant donné que c'est un conglomérat, enfin c'est pas un conglomérat, mais c'est une boîte qui c'est multinationale aujourd'hui Netflix qui pèse des centaines de milliards. Forcément qu'en fonction de si on va prendre par exemple je sais pas que le streaming aux US ou que une partie de la branche du streaming, forcément on va avoir des parts de marché qui vont être différentes en fonction de sur quel marché on se base en fait. Et donc là pour le coup, là ce sont les parts de marché aux US. On peut voir qu'on est en concurrence du coup avec Amazon Prime. Et aussi on voit quand on prend les données de 2020 à 2024 sur les parts de marché globales, donc là c'est dans le monde, c'est pas seulement aux US, on voit qu'on est en décroissance quand même depuis 2020 et ça c'est notamment parce que c'est un marché qui est en pleine croissance. C'est normal, hein, de toute façon ça c'est le capitalisme entre guillemets, on peut pas rester à un monopole de plus de 50% des parts de marché et comme l'avait Netflix, on était à plus de 50 parts de marché selon cette étude en 2020. Aujourd'hui, on a environ un peu plus de 30 parts de marché, 30% des parts de marché, mais c'est normal, on peut pas rester à 50% toute la vie, étant donné que c'est un marché qui est en pleine croissance. Forcément que plus l'entreprise va grossir, plus elle va avoir du mal à grossir, et donc forcément, il va y avoir la libre concurrence qui fait qu'il va y avoir de nouveaux concurrents qui vont émerger, donc ça c'est tout à fait normal. Et en fait, on est un peu dans une période où le marché va croître plus vite que Netflix, parce que même si aujourd'hui elle est considérée, voilà, ça je l'ai mis juste ici, je vais mettre en plus grand, même si elle est considérée aussi aujourd'hui comme une entreprise de croissance, elle tend à devenir de plus en plus mature en vue de sa taille et de son nombre d'abonnés qui atteint de plus en plus un plafond de verre. Ça, on va le voir justement ensemble que, à part augmenter son volume d'abonnés, Netflix, ça va être très compliqué d'aller chercher de nouvelles sources de revenus. Alors, il y a tout ce qui est abonnement avec la pub, etc., avec les partenariats, les bundles, les packaging qui peuvent faire que finalement elle va augmenter ses revenus. On va voir ça, de toute façon, tout ça, on va le voir ensemble, hein. Mais de manière générale, ça va être le volume d'abonnés qui va fortement compter pour la croissance des revenus de Netflix. Donc aujourd'hui, ils ont plus de 200, on va le voir juste après, je vais le voir maintenant même. Voilà, je l'ai mis juste ici. Alors on a plus de 200 millions, 282 millions aujourd'hui d'abonnés, donc plus de 5 millions d'abonnés ce trimestre, hein, et plus 15% même sur ces 4 derniers trimestres. Donc on est quand même sur une croissance à deux chiffres, ce qui est très bien. Mais on a 282 millions d'abonnés et aujourd'hui ça commence à devenir de plus en plus compliqué d'aller chercher des abonnés parce que plus de monde, plus va y avoir de personnes qui va connaître Netflix, plus ça va être compliqué d'aller chercher de nouveaux abonnés. Donc forcément il y a un plafond de verre qui commence à être atteint. C'est un peu comme un logarithme en fait où on atteint de plus en plus, la croissance est de plus en plus compliquée au fur et à mesure que l'entreprise progresse et croît en fait. Donc ça, c'est ce que dit le management justement. Ils disent qu'ils peuvent encore grandir malgré la concurrence. Aujourd'hui, Netflix, faut savoir qu'ils occupent moins de 10% du temps de total de visionnage de la télévision. Donc en soi, ça peut paraître peu, mais en fait, quand on voit tout ce qu'il y a, tout ce qu'englobe, on va dire, le marché de la télévision, c'est quand même beaucoup. En fait, c'est beaucoup. Et Netflix ne peut pas passer de 10 à 20 comme ça du jour au lendemain. Ça prend vraiment beaucoup de temps et il va falloir vraiment se réinventer. Et comme on l'a vu, de toute façon, la plupart des revenus de Netflix se base sur le volume en fait d'abonnés qu'il y a et va falloir totalement réinventer le business pour pouvoir aller chercher d'autres sources de revenus et aller pourquoi pas chercher non pas 10% du total de visionnage de la télévision, mais peut-être ne serait-ce que 14, 15, 16, va falloir totalement réinventer le business et pas seulement, on va dire, améliorer le volume parce que ça suffira pas, étant donné que le marché croît plus vite aujourd'hui que Netflix. Et donc là, on va avoir l'offre totale de séries originales qui est en fait
en baisse en pourcentage par rapport aux concurrents justement de Netflix, et on voit que ça remonte notamment depuis le Q3 2023. Et en fait, que sont les séries originales? En fait, ce sont des séries produites directement par une plateforme de streaming comme Netflix, comme Amazon Prime, comme Disney+, Paramount, etc., etc. Et on voit que l'offre, elle est justement en baisse par rapport par rapport à avant, en fait, par rapport à 2020. Et même s'il y a quand même un regain depuis notamment fin 2023. Et là, justement, au contraire, on a donc la demande. En fait, c'est justement la demande. D'un côté, ça va être l'offre juste ici, et là, c'est la demande pour justement les séries originales de Netflix. Et là, on voit que justement, on a un ralentissement, ce qui fait qu'on a de plus en plus de demandes pour les autres séries qui sont faites par des autres, on va dire, plateformes de streaming. Et donc ça, justement, ça fait que le marché croît de plus en plus vite, et croît plus vite que Netflix, et la demande accélère pour les autres plateformes, ce qui fait qu'il y a quand même un frein de plus en plus grand pour Netflix, en fait, et ça devient de plus en plus compliqué. Et de toute façon, on va y revenir dessus. Après, justement, l'avantage de Netflix, c'est qu'ils ont quand même un moat qui est assez fort, et vraiment une image de marque assez forte dans le monde, ce qui fait qu'il y a quand même, selon moi, peu de chances qu'ils se fassent détrôner. Alors oui, ils vont baisser, enfin les parts de marché vont sûrement baisser, mais ça c'est normal, c'est la libre concurrence qui veut ça. Et même, je dis que, enfin, dans ce secteur-là, en fait, il y a une énorme barrière à l'entrée, ce qui fait que les seuls potentiels concurrents, vrais concurrents, on va dire, de Netflix, ça va être les grosses plateformes comme, enfin, c'est les plateformes déjà multinationales qui ont, on va dire, quelque chose à gagner dans ce secteur, mais ça va être des plateformes comme Amazon, des plateformes comme par exemple Apple TV, Disney, etc. Donc c'est déjà des grosses multinationales qui sont très bien implantées et qui ont justement leur part à gagner enfin leur part du gâteau à prendre dans ce secteur-là. Mais donc c'est pas, il y a quand même un filtrage qui est quand même très important. N'importe quelle entreprise ne peut pas s'improviser du jour au lendemain, commencer à faire de la production et sortir des séries, etc. Ça prend énormément de temps, et ça c'est vraiment un avantage concurrentiel qui se fait justement par la barrière à l'entrée, et ça c'est très intéressant. Maintenant, pour ce qui est des résultats, on va voir ça ensemble. On va commencer par les points importants. Alors au troisième trimestre, on a eu les revenus qui ont augmenté de 15%, ce qui est très bien, mais en soi, enfin, quand on met ça en perspective avec la valorisation actuelle de Netflix, c'est normal, en fait, c'est plutôt normal. Et la marge d'exploitation a atteint 30%, donc elle est passée de 22% à 30%, là aussi c'est très bon. Et pour 2024, il prévoit une croissance globale des revenus de 15%, ce qui est aussi dans la fourchette haute qui s'avait prévu, donc entre 14 et 15%, donc en soi c'est normal. Et aujourd'hui, par rapport à la valorisation actuelle, on va voir que c'est même... c'est pas si fou que ça en fait, et donc on va voir ça juste après. Et aussi il prévoit donc une marge d'exploitation globale de 27% contre 26 précédemment. Ensuite, donc ils ont continué à produire les suites de séries qui étaient déjà en production, donc c'est les nouvelles saisons, etc. Et ensuite il y a aussi une augmentation de l'engagement, donc ça c'est très important. Donc ça, ils disent, la direction, au cours des 3 premiers trimestres de 2024, les heures de visionnage par membre dans les foyers propriétaires ont donc augmenté d'une année sur l'autre, donc ça c'est très bien. Après, encore une fois, ça peut être biaisé, on va dire, parce que forcément, Netflix, vous savez, on peut avoir plusieurs personnes en fonction de l'abonnement que vous avez, on peut avoir plusieurs personnes qui regardent en même temps, plusieurs profils, etc. Donc il suffit qu'il y ait une personne qui soit intégrée au profil, finalement ça va augmenter les heures de visionnage par membership, donc par abonné. Donc ça peut être assez biaisé, c'est pas très précis, on va dire. Ensuite, ils continuent de développer leur activité publicitaire, parce qu'ils ont sorti donc un nouvel abonnement déjà depuis quelques temps. Je crois que l'abonnement est à 6 €, enfin, on va le voir juste après. L'abonnement est à 6 €. D'ailleurs, ils ont supprimé aussi cette année l'abonnement qui était, parce qu'en fait, ils avaient 3 abonnements de base. Ils ont rajouté un abonnement encore plus low cost pour les personnes, avec de la publicité, en fait, pour les personnes qui n'avaient pas les moyens. En fait, ils ont supprimé donc ils en avaient 4 en tout, et ils ont supprimé le deuxième abonnement le moins cher pour justement parce que, pour on va dire rééquilibrer tout ça et pas avoir trop d'abonnements. Et donc là, on peut voir que donc le nombre d'abonnements avec publicité a augmenté de 35% par rapport au trimestre précédent. Et on va voir que justement, ce truc-là de la publicité avec cet abonnement-là, ça peut ouvrir, on va dire, une nouvelle possibilité. C'est une nouvelle branche pour les personnes déjà qui n'ont pas les moyens. Et ça peut aussi être une nouvelle source de revenus via justement cette publicité-là.
Et donc ça peut être très intéressant, et ça peut justement être faire office de croissance future, etc. Après, on va voir justement que est-ce que ce segment-là suffira à combler le manque de croissance future. Ça, c'est ce qu'on va voir. Mais voilà. Ensuite, on a donc ils ont respecté leur plan donc qui visait à relancer leur activité parce que voilà, avec tout ce qui était passé enfin en 2022, notamment quand Netflix a craché, et je crois qu'elle a perdu 70% de sa valeur parce qu'ils avaient perdu seulement 2 millions d'utilisateurs. Donc vous imaginez, c'est assez fou, hein. De toute façon, quand une boîte est survalorisée comme Netflix, faut savoir que Netflix, je crois que c'était avant 2022, même 2021, 2020 par là, c'était une boîte qui s'échangeait plus de 100 fois les bénéfices. Donc forcément, quand on s'échange plus de 100 fois les bénéfices, même plus de 80 fois, plus de 60 fois, et qu'on a une baisse des utilisateurs de l'entreprise, enfin de la plateforme, bah forcément que les attentes elles étaient elles étaient super élevées de la part des investisseurs, et derrière si on annonce une baisse, bah c'est pas possible quoi. Donc l'entreprise elle s'est fait complètement sabrer en 2022, et depuis elle a fait plus 300%, donc enfin vraiment un peu comme Meta quoi. Et donc ils vont terminer l'année notamment avec la saison 2 de Squid Game qui avait très bien marché. Il y a aussi le combat entre Jake Paul et Mike Tyson qui a été retardé, je crois, parce qu'il devait être je crois qu'il devait être cet été. Et aussi 2 matchs de la NFL. Et donc ça va être tout ce qui va être événements, live, etc. Et donc voilà, donc ça va vraiment être, personnellement, je trouve que c'est assez facile j'arrive à me projeter sur les revenus futurs de Netflix pour ces 4 à 5 prochaines années. Mais je pense que le défi, il va être vraiment sur 10 ans. Moi, personnellement, j'ai pas cette boîte en portefeuille, notamment parce que j'arrive pas à me projeter sur ces 10 prochaines années, sur ces 15 prochaines années. J'arrive à me projeter sur ces 4, 5 prochaines années, voir qu'il va y avoir de la croissance, etc. Mais déjà, en plus, avec le prix qu'on paye, je trouve que c'est mort. Mais de manière générale, j'arrive pas à me projeter sur 10, 15, 20 ans, parce que c'est un marché qui tend à être vraiment extrêmement concurrentiel. Et même si Netflix a forcément, moi je pense que l'entreprise existera toujours, hein, mais que est-ce qu'elle va pas arriver à une phase de maturité, on va dire, très rapidement? Moi je sais pas, en fait je sais pas, et je me dis que au-dessus de 5 ans c'est assez difficile, parce que à part augmenter leur volume, hein, d'utilisateurs, leur volume d'abonnés, ça va être très compliqué. Comme on l'a vu, ils ont déjà 282 millions d'abonnés aller chercher, sachant qu'ils ont plus de 600 millions d'utilisateurs en tout, parce qu'il y a plusieurs utilisateurs par membership, donc par abonnement, on va dire. Donc aller au-dessus de 282 millions d'abonnés, aller chercher les 400, 500, etc. Moi, ça me paraît de plus en plus compliqué. Et même si on a d'autres, on va dire, d'autres axes de croissance, notamment la publicité, les lives, comme ce qu'ils vont faire avec la NFL, le truc. C'est un peu une première qu'ils font là, le combat entre Jake Paul et Mike Tyson. Ce genre d'événement, on va dire en live, ça peut susciter de l'intérêt, mais jusqu'à où est-ce qu'on peut aller? Moi, j'arrive à me projeter sur ces 4-5 prochaines années, mais par contre, sur 10, 15, 20 ans, j'ai du mal. Et c'est très important de savoir se projeter sur plusieurs années, déjà pour savoir si l'entreprise sera encore en vie, mais surtout pour savoir si, en vue du prix qu'on paye aujourd'hui, étant donné que Netflix est considéré comme une entreprise de croissance, c'est super important de savoir se projeter sur 10, 15, 20 ans, parce que si vous payez extrêmement cher les bénéfices, vous espérez avoir un retour sur investissement sur le long terme, pas sur le court terme, parce que justement sur le court terme, vous payez extrêmement cher et vous n'avez pas de rendement. Donc vous pariez tout sur la croissance future. Mais si vous n'arrivez pas à vous projeter sur 10 ans et plus, c'est vraiment pas bon quoi. Donc ensuite, pour ce qui est des revenus et des bénéfices, là aussi on est sur de la croissance, hein, de toute façon on l'a vu. Donc le Q3 2024, on est sur une croissance, sur des revenus de 9 milliards 8. On voit qu'il y a vraiment une croissance saine, hein, des revenus. De toute façon, étant donné qu'il y a une croissance des abonnés, forcément qu'il y a une croissance des revenus. Mais par contre, il va y avoir quelque chose de très intéressant à regarder, notamment sur le cash flow. On va juste passer, donc là voilà, on voit la croissance des abonnés payants, etc. Une croissance de 14% des abonnés payants, donc par rapport au Q3 2020, au Q3 2023, on était à 247 millions, aujourd'hui on est à 282 millions, ce qui est au-dessus des attentes. Je crois que les analystes ils misaient aux alentours de 11-12%. On est à 14,4% de croissance, donc c'est vraiment très bien. Ensuite, donc comme on l'a vu, croissance des revenus plus 14,7%, croissance de la marge opérationnelle donc de 22,4 à 29,6, donc ils visent une marge de 27% pour le Q4. Et ensuite, donc là, on a la croissance saine des revenus. On a donc les revenus, donc là, ça va être en fonction des régions du monde. Donc le premier plus 16%, donc là UCAN c'est en gros les US et le Canada. EMEA ça va être l'Europe et Moyen-Orient et aussi l'Afrique.
Donc là aussi, plus 16% pour les deux, c'est très bien. On voit vraiment qu'il y a de la croissance partout, hein, donc c'est vraiment très bien. Ensuite, pour l'Asie-Pacifique, donc c'est l'APAC, on va avoir plus 19%. Et aussi pour, donc là, ça va être l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. On va être sur une croissance de plus 9%, donc c'est très bien. Il y a de la croissance partout. Vraiment, il n'y a rien à dire en fait. Donc là, c'est la croissance par trimestre. Justement, on voit juste ici, je vais grandir un petit peu. On voit donc, c'est sur FinChat, hein, comme d'habitude, du Q1 2023 jusqu'au Q3 2024. Et là, pareil, on a la croissance, mais c'est en année, c'est plus en trimestre. Et on voit depuis 2018 une croissance qui est saine, vraiment. Pareil sur toutes les régions du monde, on voit qu'on a une croissance de 21% par an depuis 2018 sur l'Europe, Moyen-Orient et Afrique. Sur l'APAC, on a donc l'Asie-Pacifique, on a une croissance de 29% par an. Sur US et Canada, on a une croissance qui est leur marché vraiment le plus mature, hein, c'est là où il y a le plus d'abonnements, etc. Je crois qu'on a plus de 80 millions d'abonnés, ne serait-ce qu'aux US et au Canada. Ou aux US seulement, je sais plus. Plus de 13% par an de croissance et plus de 14% de croissance sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Donc maintenant, on va s'attaquer au modèle d'affaires de Netflix. Donc comme de toute façon vous le savez très bien, c'est de l'abonnement. Donc on va voir très rapidement leurs abonnements. Donc en gros, ils ont supprimé, comme on l'a vu, l'abonnement qui était le deuxième abonnement qui était moins cher. Je crois qu'il était aux alentours de 10 euros. Et maintenant, ils ont juste un abonnement, je crois qu'il s'appelait l'abonnement essentiel. Ils ont juste l'abonnement standard à 13,49 €, premium à 19,99 € et le standard avec pub qui est à 6 € par mois. Et ça, c'est justement là où ils peuvent faire de plus en plus de volume et viser, on va dire, des gens qui ont peut-être un peu moins d'argent, mais faire de l'argent justement avec la publicité. Et c'est là que c'est vraiment un axe, on va dire, de croissance qui peut être qui est pas encore assez bien, on va dire, optimisé, et sur lequel il peut vraiment compter pour croître. Et justement, on peut aussi bénéficier donc d'un ajout d'un abonné supplémentaire pour 6 € par mois. Donc là, c'est une personne qui sera, c'est une personne qui sera en dehors entre guillemets du foyer et qui pourra bénéficier pour 6 € par mois supplémentaire de son Netflix à lui. Donc ça permet de bénéficier ça fait un espèce d'upsell avec une promotion, parce qu'en fait, lui pourra bénéficier de 6 €, pour 6 € par mois, il pourra bénéficier d'un abonnement normal, sans pub, mais par contre, il faut déjà payer le premier abonnement à 13,49 €, et une fois qu'on l'a payé, on peut avoir un abonné supplémentaire pour 6 € par mois. Donc c'est un espèce d'upsell avec moins 50% en promotion en gros. Donc c'est assez intéressant. Donc en gros, ils ont juste monétisé le partage des comptes, en fait, le fait de partager ses comptes. Donc comme ça maintenant, ça c'est une nouvelle source de revenus supplémentaires. Mais là aussi, ils peuvent aller chercher beaucoup d'argent, je pense. Donc ensuite, quelque chose de très très important, c'est quand on regarde en fait Netflix, il y a un impact énorme sur les flux de trésorerie. C'est-à-dire qu'en gros, Netflix, ils vont gagner de l'argent avec leurs abonnements, et donc ça va être un abonnement, ça va être en gros du cash qui va arriver de manière récurrente. Mais derrière, eux, ils vont devoir, ils vont devoir investir énormément d'argent. Et c'est pour ça que je disais au début qu'il y avait une énorme barrière à l'entrée sur ce secteur, parce qu'ils vont devoir investir énormément d'argent dans tout plein de productions. Aujourd'hui, en Netflix, ils investissent des milliards tous les ans pour toutes leurs productions, parce que ça coûte extrêmement cher. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui, donc là, c'est le cash flow, je vais mettre ça en grand. On a le cash flow opérationnel, le free cash flow et les bénéfices nets de Netflix depuis 2017. Et on voit qu'en fait, donc la courbe violette, c'est le net income, donc c'est le profit, c'est le bénéfice net. Et ensuite, on a en orange, ça va être le cash flow opérationnel, et en bleu, ça va être le free cash flow. Et on voit qu'en fait, parfois, on a un bénéfice net qui est énorme. Par exemple, en 2021, on a un bénéfice net de 5 milliards. Mais derrière, en termes d'entrée de trésorerie, on est en négatif, en fait, on est en déficit, on est à moins 132 millions de free cash flow. Et pourquoi il y a une aussi grande différence entre ces chiffres? Parce que normalement, quand des bénéfices sont entre guillemets qualitatifs, pour mesurer la qualité des bénéfices, on doit mesurer le rapport qu'il y a entre les bénéfices nets et aussi le free cash flow. Si on a à peu près un rapport de 1 entre les deux, c'est-à-dire que le free cash flow ressemble au bénéfice net, ça veut dire qu'on a une qualité des bénéfices qui est forte. Et d'un autre côté, là, on peut voir que pour le coup, c'est très variable. Et ça, en fait, c'est dû au bénéfice, c'est dû au business model lui-même de Netflix. En fait, il faut savoir que, donc ça je l'ai dit, Netflix dépense des milliards de dollars dans la production de nouveaux contenus. Donc ce sont des énormes coûts fixes. À côté de ça, ces mêmes contenus, en fait, ils sont considérés comme des actifs pour l'entreprise. Donc ils sont pas directement comptabilisés comme des charges au compte de résultat, mais comme des capex. Donc ça veut dire qu'ils vont être, donc capex, c'est les capital expenditures, les dépenses de capital, dépenses d'investissement de capital, qui se retrouvent dans les cash flow statements, donc les tableaux des flux de trésorerie. Et donc ça, c'est directement, donc c'est pour ça qu'on va avoir un énorme écart, parce que en gros, on va avoir des dépenses qui vont être
énorme dans les capex parce qu'ils vont investir énormément d'argent dans ce qu'on appelle les actifs de contenu, et ça va se retrouver. Ça va se retrouver en fait comment dire, dans le compte, dans le tableau des flux de trésorerie, et ensuite ils vont être amortis dans le compte de résultat en tant que coût des ventes. Donc ça, c'est marqué ici en fait. En moyenne, 90% d'un actif de contenu sous licence ou produit est amorti dans les 4 ans suivant son mois de première disponibilité. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec des énormes écarts parce que l'entreprise investit énormément, réinvestit énormément via justement la dette. On peut voir que justement, si je prends la dette de Netflix, la dette a fortement augmenté parce qu'ils ont été obligés d'emprunter pour investir dans ces actifs de contenu. Et à côté de ça, c'est pour ça qu'on a justement un écart qui est très fort parfois sur certaines années entre le bénéfice net et les flux de trésorerie en fait. Donc là, je me mets directement sur le cash flow statement de Netflix pour que vous compreniez bien. Donc en gros, là, on a le cash flow, donc le net income qui se retrouve, donc le profit, le bénéfice net qui se retrouve dans les cash flow statements. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des additions to content assets. Donc en gros, ça va être les paiements pour les contenus type production, etc. que en fait Netflix va payer en fait. Et pour avoir, donc là ils investissent 17 milliards, par exemple en 2021 ils ont investi 17 milliards, et en fait ces 17 milliards là, ils les ont pas, donc ils empruntent. Et c'est pour ça que justement, quand on va voir la dette de Netflix, on ira le voir juste après, mais la dette de Netflix a fortement augmenté parce que justement, c'était impossible pour Netflix de s'autofinancer parce qu'ils n'avaient pas la trésorerie pour pouvoir se financer en fait. Donc ils étaient obligés d'emprunter. C'est pour ça qu'ils ont eu une dette qui a explosé. Alors c'était maîtrisé, mais elle a quand même explosé d'une année à l'autre parce que le business model ne peut pas fonctionner sans ça, parce qu'ils sont obligés d'investir des milliards tous les ans dans de la production. Mais s'ils n'ont pas assez de cash pour pouvoir financer ça, ils sont obligés d'emprunter. Donc en fait, ils ont emprunté et ensuite ils ont payé 17 milliards. Et ensuite, derrière, il y a aussi l'amortissement de ces contenus en fait. L'amortissement de ces contenus, c'est quoi? C'est par exemple, pour expliquer l'amortissement, c'est très simple. En gros, imaginons que vous achetiez une machine 10 000 euros. 10 000 euros, donc vous allez avoir la première année une sortie de trésorerie de 10 000 euros parce que vous l'avez payé cash, vous avez payé cette machine 10 000 euros. Mais cette machine-là, vous allez l'amortir. Vous allez par exemple l'amortir avec un amortissement linéaire sur 10 ans. Donc ça veut dire que sur 10 ans, la première année, vous allez avoir 1 000 euros d'amortissement, la deuxième année, 1 000 euros d'amortissement, troisième année, 1 000 euros, etc. Ce qui fait qu'en amortissement cumulé, vous arrivez au bout de la 10e année à 10 000 euros et ensuite c'est fini. Et en gros, c'est-à-dire que la première année, vous allez avoir donc vos 1000 euros, vos 1000 euros vos 10 000 euros d'investis dans cette machine-là. La deuxième année, vous allez avoir une charge d'amortissement de 1 000 euros parce que vous avez amorti votre actif sur 10 ans. Donc vous allez avoir une charge d'amortissement de 1 000 euros. Par contre, vous n'avez pas dépensé 1 000 euros. C'est juste une charge d'amortissement qui est sur 10 ans. Donc c'est une charge qu'on appelle non décaissable. Ça veut dire que c'est une charge qui n'induit pas une sortie de trésorerie. Et donc, étant donné que ça induit pas une sortie de trésorerie, on les rajoute. Et en fait, c'est la même chose avec ça. C'est que, étant donné que l'amortissement du contenu, d'actifs de contenu, donc la production, etc., que Netflix dans laquelle Netflix va investir, c'est pas une sortie de trésorerie. Donc on amortit, et donc étant donné qu'on amortit, on fait un plus, on ajoute cet amortissement dans le tableau des flux de trésorerie, et ce qui fait que finalement on arrive au final à un calcul qui est, une fois qu'on a tout calculé, on arrive au cash flow opérationnel net une fois qu'on a enlevé tout ça. Et en fait, si par exemple je me mets ici, on a les cost of revenue, donc ici le coût des ventes en fait. Le coût des ventes, on va retrouver 17 milliards là, 15 milliards ici, 12 milliards ici. Et en fait, ça, qu'est-ce que c'est? Ça correspond justement, une grosse partie du coût des ventes va être représentée par l'amortissement de tout, finalement, les contenus, toute la production qui a été achetée. Et voilà, donc c'est vraiment très important de mettre en relation à la fois ce qu'il y a dans les tableaux des flux de trésorerie et aussi le compte de résultat, parce que étant donné qu'on investit énormément, donc il y a énormément de trésorerie qui va sortir à court terme, mais cette trésorerie-là, on l'amortit finalement, tout cet investissement-là, on l'amortit sur 4 ans, justement. Si je reviens juste ici, on a, voilà, comme j'avais dit, en moyenne, 90% d'un actif de contenu sous licence ou produit est amorti dans les 4 ans suivants son premier mois de disponibilité. Donc ça veut dire qu'on amortit sur 4 ans seulement. Donc étant donné qu'on amortit sur une durée qui est très courte, on va avoir des montants qui vont être énormes en fait. Et là, pour le coup, c'est pour ça que
on a en fait la plupart de ces comment dire de ces amortissements, ils se retrouvent dans le coût des ventes. Ça, je vais essayer de retrouver le passage qui dit dans le enfin dans le comment dire dans le rapport annuel. Voilà, donc là, un passage très important, donc ces passages, je vais juste y revenir après. Le paiement pour le contenu, donc tout ce qu'on a vu finalement, le addition to content, donc l'actif pour l'actif de contenu, en gros, ce qu'on vient de voir dans le tableau des flux de trésorerie, en fait, il est catégorisé, il est classifié dans justement le net cash provided by operating activities, donc en gros le cash provenant des opérations. Finalement, c'est ce qu'on vient de voir là à l'instant. Et là, voilà, j'ai retrouvé le passage. Justement, si on va dans le coût des ventes, l'amortissement, donc là, c'est en gros qu'il est dit que l'amortissement des actifs de contenu représente la majorité des coûts des ventes. Et là, on peut le voir juste ici. Donc là, c'est pour 2021, 2020 et 2019. Et on voit que ça représente, comme ils l'ont dit, ça représente la grosse majorité. Alors, on n'a pas le détail, mais ça représente la grosse majorité des dépenses en coût des ventes parce que justement, on a un amortissement qui a été fait parce qu'on a investi, on a sorti énormément de trésorerie dans ces dépenses d'investissement, et donc forcément cette dépense d'investissement, étant donné que ce sont des actifs qui sont comptabilisés au bilan, on l'amortit, et on l'amortit en l'occurrence sur 4 ans, et c'est pour ça que ça fait des énormes sorties de trésorerie. Et donc voilà, donc je poursuis justement ce qu'on avait. Donc ce qui induit des grosses sorties de trésorerie d'une période à l'autre et peut empêcher l'entreprise de produire du cash flow durant une période de l'année. Et en fait là justement, on a la dette totale de Netflix et on peut voir que le business model il fonctionne comme ça en fait. C'est parce que voilà, ils peuvent pas se permettre de s'autofinancer au début, donc ils sont obligés de lever de la dette, d'investir énormément de trésorerie dans de la production et ensuite amortir tout cet investissement, et finalement ils gagnent justement sur cet amortissement. Et donc voilà, et en fait, ce qui est très important de regarder, c'est que normalement, en fait, ces actifs sont une source de rentabilité future, parce que si, on va dire que si les actifs de contenu sont comptabilisés comme des actifs au bilan, ça veut dire que ce sont une source de rentabilité future. Donc si Netflix ne survalorise pas ses actifs de contenu au bilan, il doit y avoir un rééquilibrage au niveau du free cash flow et du bénéfice net à long terme. Ça veut dire que normalement, on doit retrouver un équilibre entre le free cash flow et le bénéfice net. Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on a une mauvaise qualité des bénéfices, une mauvaise gestion, peut-être une survalorisation finalement des actifs au bilan, ce qui fait que finalement, ça n'a pas rapporté autant que l'on espérait, parce qu'en fait, les actifs, les actifs de contenu de Netflix, comme tous les actifs de votre boîte, d'une entreprise, c'est une source de gains futurs. Donc si vous survalorisez vos actifs, derrière, ça veut dire qu'ils vont pas rapporter autant que ce que vous pensiez. Et à ce moment-là, vous avez une dépréciation des actifs, et là, c'est pas du tout bon. Et pour le coup, étant donné que les actifs de Netflix sont amortis sur 4 ans, on peut avoir une dépréciation des actifs parce que, je sais pas, imaginons que un actif de contenu, une production ou autre n'a pas rapporté autant que ce qu'elle rapportait, ou ne va pas rapporter autant que ce que la direction espérait, forcément on va avoir une dépréciation, et à ce moment-là, on va pas retrouver cet équilibre entre le bénéfice net comptable et l'entrée de trésorerie en free cash flow. Donc ça, c'est vraiment très important, d'où l'importance d'observer la convertibilité du bénéfice net en free cash flow, c'est-à-dire que vous devez avoir une correspondance entre votre bénéfice net et votre free cash flow sur le long terme. Et là, de toute façon, c'est ce qu'on voit depuis quelques années, notamment, on voit que depuis 2023, on a une correspondance de plus en plus claire entre le free cash flow et le bénéfice net, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Alors on l'avait en 2020, on l'avait pas du tout en 2019, on l'avait pas du tout en 2018, ni en 2017, ni en 2021, ni en 2022, mais depuis notamment 2023 et 2024, on a de plus en plus une convertibilité qui se rapproche de 1, ça veut dire que le free cash flow représente à peu près ce que vaut, on va dire, le bénéfice. Donc maintenant, on va parler du conference call de la direction, donc finalement ce qu'il y a eu au dernier trimestre, là, le Q3. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a plus de 600 millions d'utilisateurs qui regardent Netflix. Donc ça, c'est la direction qui l'a annoncé. Donc notamment, on voit qu'il y a 282 millions d'abonnés, mais derrière, il y a plus de 600 millions d'utilisateurs, parce qu'il peut y avoir plusieurs utilisateurs par membership, donc par abonnement. Et en fait, l'entreprise est obligée de se réinventer en développement d'autres sources de revenus complémentaires, car il devient de plus en plus compliqué d'acquérir de nouveaux abonnés. Et ça, c'est très très important. Et étant donné qu'aujourd'hui, la vente d'abonnements représente vraiment des milliards pour Netflix, ça va être très difficile de compenser, de trouver un niveau de compensation qui est égal à ces abonnements
pour le futur, notamment si on veut trouver ça dans les publicités, etc. Il va falloir vraiment assurer à ce niveau-là, il va falloir vraiment dégager d'énormes revenus pour ne serait-ce que compenser les revenus qu'on fait avec les abonnements. Donc c'est pour ça que ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Et c'est notamment pour ça que j'ai du mal à me projeter au-delà de 5 ans pour ce qui est de la croissance de l'entreprise. Je pense qu'elle existera toujours en phase de maturité, etc. Elle aura toujours des personnes, mais en phase de croissance, ça va être difficile d'aller sur une croissance à 2 chiffres au-delà de 10 ans, enfin même au-delà de 5 ans, sur 6-7 ans, à partir de 2030, moi je pense que ça va être compliqué d'aller chercher une croissance de 10% par an. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est juste que j'arrive pas trop à me projeter, et en tout cas l'entreprise va devoir se réinventer, ça c'est sûr et certain. Donc on a aussi 2 heures de visionnage par membre par jour en moyenne, donc ça c'est une augmentation de la rétention, et c'est très bien en soi, 2 heures de visionnage par membre par jour. Alors oui, c'est par membre, donc ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui soient considérées comme un membre, parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui regardent Netflix sur le même compte, mais de manière générale, 2 heures de visionnage par membre par jour, moi je trouve ça vraiment génial. C'est quasiment, c'est 10% de la journée, c'est quasiment 10% de la journée par utilisateur qui est utilisé pour regarder Netflix, donc c'est quand même vraiment énorme, quoi. Et ensuite on a Netflix qui représente moins de 10% du temps total de visionnage de la télévision, donc ça on l'a vu, donc ils peuvent encore largement grossir, selon eux en tout cas. Donc attention à justement la direction qui est souvent très optimiste, mais attention à la concurrence, parce que voilà, Amazon Prime, Disney+, Apple TV, etc. et d'autres concurrents vont émerger, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises même dans ce marché-là qui ont les moyens de faire ce genre de production, de faire de faire ce que Netflix fait, même si Netflix est quand même un cran au-dessus, faut se l'avouer. Ensuite, on a le marché du streaming payant. Donc ça, la direction estime que le marché du streaming payant, donc publicité, films, jeux, etc., représente plus de 600 milliards de dollars et qu'il ne pèse seulement que 7% de ce marché. Donc ça, c'est justement, je fais la correspondance avec les parts de marché qu'on avait vues au début. On avait vu donc la demande, la supply et l'offre, l'offre et la demande. Là, on voit qu'en gros, la direction dit que globalement, en fait, ils ont que 6-7% du marché total du streaming payant. Donc en soi, c'est pas beaucoup. Et en fait, ils peuvent aller chercher encore des parts de marché. Mais encore une fois, attention, parce que c'est extrêmement concurrentiel. Et justement, on peut se poser les questions suivantes. La première, c'est: la diversification de revenus via la publicité sera-t-elle suffisante? Donc est-ce que ce niveau de compensation sera suffisant ou pas du tout? Personnellement, je pense qu'il va falloir ramer, et va falloir, ça va être compliqué, ça va être va falloir, on va dire, c'est sur le long terme, en tous les cas, ça peut pas se mettre en place du jour au lendemain. En tout cas, je pense que ça peut être un gros levier de croissance pour Netflix. Par contre, voilà, c'est sur le long terme, et donc forcément, moi, je pense que ça peut être une grosse partie des revenus. En tout cas, une source vraiment non négligeable. Après, pour que ça compense, pour que ça devienne vraiment aussi gros que les abonnements, moi, ça, personnellement, je le pense pas du tout. Ensuite, on a la concurrence des écosystèmes justement plus larges, donc Amazon Prime, Apple TV, Disney+, etc., Paramount et tous les acteurs dans ce secteur. Aussi, on a finalement quel avenir pour les événements en direct et le sport. Donc ça, c'est finalement ce qu'ils proposent là, avec notamment Mike Tyson et l'événement qu'ils vont proposer en fin d'année avec Jake Paul et Mike Tyson, avec la NFL, etc. Donc il peut y avoir de plus en plus d'événements comme ça, qui pourraient aussi être une source de revenus. Et aussi, on a, donc hormis l'augmentation du volume d'abonnés, l'entreprise va devoir se réinventer pour aller chercher, c'est ce que je disais, pour aller chercher de nouvelles sources de revenus. Donc c'est pour ça, c'est un peu comme si je fais une comparaison avec un business model qui est pas du tout le même. Par exemple, si je prends Apple, pour doubler ses ventes, ils vont devoir doubler leur volume, soit doubler leur volume de vente, donc avoir 2 fois plus de clients, ce qui va être compliqué quand même, parce qu'ils ont quand même beaucoup de clients aujourd'hui, ou alors doubler leur prix. Et là, c'est la même chose en fait avec Netflix. Soit ils doublent leur volume de clients, et étant donné qu'on est à 282 millions, sachant qu'on est à plus de 600 millions d'utilisateurs, ça veut dire qu'on devrait avoir plus d'1,2 milliard, 1,2 milliard d'utilisateurs. Ça commence à devenir compliqué. Alors oui, avec les émergences, on va dire, de nouveaux pays, etc. Ça peut, personnellement, je pense que ça peut être révélateur d'une nouvelle source de revenus, et ça peut être même révélateur de cette croissance. Mais d'un autre côté, peut y avoir des acteurs qui se développent parce que qui dit développement des pays dit forcément développement des entreprises, et forcément développement des acteurs dans ce marché. Donc après, voilà, c'est la concurrence, et donc voilà. Ensuite, on a donc la direction qui prévoit de faire entre 43 et 44 milliards de dollars de revenus l'année prochaine, donc entre 11 et 13% de croissance, et donc via justement
deux canaux entre guillemets, deux composantes, à la fois la croissance des abonnés, donc classique, le volume, et aussi la croissance de l'ARM. Donc l'ARM, ça va être le revenu moyen par abonnement. Et ça, c'est important. Ça peut se faire par différentes manières, notamment l'augmentation des prix. Donc, par exemple, quand on dit que c'est l'inflation, hein, par exemple, ou alors l'augmentation de la valeur perçue, le fait qu'il y ait de plus en plus de production, etc., etc., une offre vraiment extrêmement large de films, de séries, etc., etc., et d'événements. Forcément, ça peut participer à l'augmentation de la valeur perçue, et ça peut être un argument tout à fait logique d'augmenter les prix. Ensuite, on va avoir la publicité, donc l'amélioration du ciblage et aussi le volume de publicité, plus important. Typiquement YouTube, avant, je sais que sur YouTube, on n'avait qu'une pub, je crois, enfin une pub maximum par pub en fait. Et ensuite, on en a eu deux, et je sais même plus si on en a trois, mais aujourd'hui, on en a deux, c'est sûr. Et donc augmenter en fait, passer de une pub par exemple à deux, à doubler on va dire le volume de publicité, vous doublez vos revenus derrière. Alors je pense pas que ce soit aussi simple que ça, mais je pense que c'est quand même, il y a quand même un rapport. Ensuite, la monétisation du partage de compte. Donc ça, ils ont déjà commencé à le faire, comme on l'a vu, payer pour un membre supplémentaire. Et ça, c'est récent. Donc ça, c'est donc j'avais pris ça dans un article. Concrètement, il va désormais être possible d'ajouter un utilisateur ne faisant pas partie du foyer de l'abonné principal et qui n'habite donc pas au même endroit que lui, grâce à une option payante. Si l'utilisateur supplémentaire en dehors du foyer est intéressé, il lui en coûtera 4,99 € par mois, toujours avec publicité. Donc en gros, c'est vrai que nous on avait vu 5. Là j'ai pris ça sur la page de Netflix. Alors je sais plus où est-ce que j'avais pris le truc. Voilà, juste ici, on avait vu 5,99. Donc là ils mettent 4,99. Peut-être qu'il y a une différence. Peut-être que c'est possible d'avoir on va dire un abonnement avec pub à 4,99 et à 5,99, peut-être que c'est possible de l'avoir sans pub, enfin je sais pas. En tout cas, bon, on reste sur les tarifs qu'ils donnent parce que là c'était les tarifs de Netflix hein, quand même, donc c'est les vrais. Donc on est à 6 €, enfin 5,99 par personne, par utilisateur supplémentaire payant. Ensuite, on peut avoir aussi du contenu premium payant supplémentaire. Donc par exemple, je sais pas, un film, un événement, on va dire éphémère, etc., etc., ce genre de choses, qui fait que finalement, on peut payer pour juste avoir ce film-là, juste avoir, on va dire, cette production-là. Et donc voilà. Ensuite, on a l'off packaging avec d'autres services, notamment, alors ça a fait le buzz, je crois que c'est arrivé l'année dernière, en 2023, et ça a été remis cette année, je crois que c'était durant cet été ou avril, mai, je sais plus. C'était l'off Canal Ra+. Alors il y avait plein, il y avait à la fois Canal+, il y avait aussi plein d'autres, je crois qu'il y avait Disney+ aussi, et il y avait notamment Netflix. Et donc en fait, participer à ce genre d'offre de packaging, ça permet à aller cibler de nouveaux clients, et donc forcément ça participe à une nouvelle source de revenus, et donc ça peut être très intéressant. Donc on voit que quand même, ne serait-ce que pour la croissance de l'ARM, donc le revenu moyen par membre, en fait peut y avoir plusieurs composantes, on va dire. Alors là, pour le packaging, c'est pas vraiment pour l'offre de packaging, c'est plus pour cibler d'autres clients, c'est pas pour cibler déjà les clients qu'on a, mais globalement le reste participe à augmenter l'ARM, et donc ça c'est vraiment très intéressant, et je pense qu'il y a quand même des possibilités de croissance pour ces prochaines ces 5 on va dire prochaines années quoi. Donc maintenant on fait une petite valorisation de l'entreprise. Alors pour moi de toute façon aujourd'hui c'est beaucoup trop cher. Si je prends en grand juste ici, donc là on a le PER de Netflix. Alors pourquoi j'ai pas mis le price to free cash flow comme je le fais d'habitude? Parce que parce qu'on a des courbes qui sont vraiment énormes, qui ont d'énormes variations, on va dire, parce qu'on a des free cash flow négatifs, etc. Donc j'ai préféré mettre le PER. Et on voit que même le PER, en fait, on est sur vous voyez, avant 2020, on était vraiment sur des PER supérieurs à 100. Donc on s'attendait, il y avait les investisseurs avaient des attentes extrêmement élevées. Et aujourd'hui, on a un PER qui baisse. Pourquoi? Parce que forcément, on a, on va dire, une meilleure, une plus faible croissance des bénéfices déjà, et aussi des revenus qui sont plus récurrents, etc., etc. Donc il y a moins de grosses variations au niveau des bénéfices. Et on voit qu'aujourd'hui, on est quand même à 40 fois le bénéfice. Alors là, il me semble que c'est pas actualisé au dernier jour. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 43 fois les bénéfices. De toute façon, on ira voir sur TradingView tout à l'heure. Mais en fait, on est plus de 40 fois les bénéfices, ce qui est quand même aujourd'hui énorme en fait pour une entreprise comme ça. Et personnellement, comme je l'ai dit, j'ai du mal à me projeter au-delà des 5 prochaines années. Je pense que ces 5 prochaines années, ils peuvent facilement avoir une croissance de plus de 10% par an. Par contre, sur de ces 5 à 10 prochaines années, entre ces 5 et 10 prochaines années, voire plus, j'ai du mal à croire que l'entreprise arrivera à faire plus de 10% par an de croissance.
parce que bah voilà, il y a toutes les contraintes, notamment la concurrence et aussi bah, le fait qu'elle devient de plus en plus grosse et que la phase de maturité peut arriver plus vite qu'on le pense. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Netflix elle est prise pour une entreprise de croissance. Et personnellement, je pense que encore aujourd'hui c'est une entreprise de croissance, mais les entreprises de croissance qu'on paye 40 fois les bénéfices, c'est pour du long terme. C'est pour du long terme. Et si aujourd'hui vous arrivez pas à vous projeter sur 10-15 ans avec ce genre d'entreprise, bah c'est même pas la peine d'investir dessus, quoi. Ou alors faut investir dessus, notamment en 2022 quand elle s'est changée 15 fois les bénéfices, quoi. Parce qu'en fait, on va faire un calcul très simple. Imaginons que l'entreprise, elle ait une croissance de 10% par an. Donc 10% par an, donc 10% par an pendant 5 ans. Donc ça fait, donc là c'est deuxième année, troisième, quatrième, cinquième année de 61%. Donc ça fait une croissance sur 5 ans de 61%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, imaginons, donc là je suis allé vérifier sur TradingView, on est à 43 fois, si je prends en gros, on est à 43 fois les bénéfices aujourd'hui. 43 fois les bénéfices, donc ça veut dire que si je prends la calculette, si je prends dans 5 ans, le PER dans 5 ans sera de 43, donc 43 divisé par 1,61 parce qu'on aura eu 61% de croissance. Donc le PER forward, donc dans 5 ans, avec une croissance estimée de 10% par an, le PER sera de 26,7, ce qui est quand même beaucoup, en fait, ce qui est quand même beaucoup parce que ça reste beaucoup, parce que au-delà de ces 5 prochaines années, est-ce que vous allez être capable de continuer de faire 10% par an? C'est ça la question, en fait. C'est vraiment ça la question. Et le truc, c'est que moi, j'arrive pas à me dire que au-delà de ces 5 prochaines années, ça va être, entre guillemets, facile de faire plus de 10% par an. Par exemple, de ces 5 à 10, voire 15 prochaines années, personnellement, je pense qu'on sera en dessous en moyenne de 10% par an. Et payer une entreprise 26 fois, entre 26 et 27 fois les bénéfices futurs, déjà c'est même pas sûr, hein. Encore une fois, il y a encore cet état d'incertitude en fait, entre 26 et 27 fois les bénéfices, une entreprise qui va procurer moins de 10% de croissance, personnellement, je trouve que c'est pas énorme, quoi. C'est un peu cher payé, sachant qu'encore une fois, c'est de l'incertitude et que globalement, on sait même pas si ces 5 prochaines années, ils vont faire plus de 10% par an. Bon, logiquement, personnellement, je pense que ça devrait le faire. Mais encore une fois, comme on le voit, le business model aussi fait que on peut avoir un free cash flow qui soit extrêmement faible une année parce qu'on investit énormément et qu'on amortit les coûts de production sur 4 ans, et finalement on a un free cash flow qui est extrêmement faible, ce qui fait qu'on va miser encore sur la croissance future, mais le futur est incertain. Enfin bref, personnellement je trouve que c'est difficile de me projeter sur ce genre d'entreprise, ou alors il faut investir sur ce genre de boîte à des PER extrêmement faibles, du genre inférieur à 20. Personnellement, j'investirais jamais sur Netflix à un PER supérieur à 25. Déjà 25, je trouve ça assez élevé, mais personnellement, ce genre de boîte, je pense que après j'ai des critères assez stricts, hein, mais je dirais que ça serait des PER aux alentours de 20 maximum. Donc voilà. Et ensuite, pareil, si on fait un DCF, donc discounted cash flow, si je fais un scénario pessimiste de 6%, 6% par an, un scénario normal à 8% par an et un scénario optimiste à 10% par an sur les 10 prochaines années. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, alors je sais pas si je l'ai encore sorti cette vidéo sur la marge de sécurité, je vais en sortir une et globalement je vous dirai en gros comment est-ce qu'il faut investir sur vos actions, comment mesurer, on va dire, sa marge de sécurité, comment est-ce que je la mesure, les différentes méthodes de valorisation que j'utilise, etc. Et là, globalement, si on souhaite un rendement, par exemple, de 12% par an, le scénario optimiste nous dirait d'investir au maximum, on nous dirait que la valeur intrinsèque serait aux alentours de 465 $. Donc là, on est largement au-dessus de ce prix, on est surévalué à plus de 50%. Donc pour l'instant, c'est un gros non pour Netflix. Et donc voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez Netflix en portefeuille. Et puis, en fait, je pense que le seul timing sur lequel on aurait dû investir sur Netflix, c'était en 2022. En fait, moi personnellement, je l'ai pas fait. C'était en 2022. Et donc ouais, c'était le seul timing qui me semblait, on va dire, propre, intéressant pour Netflix. Mais donc voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et sinon, nous on se dit à la prochaine.